Réveille-toi, on a un projet de vidéo à faire, là. Êtes-vous tanné d'être toujours fatigué, de vous endormir dans l'autobus, en cours, en étudiant, ou pendant les pauses, comme ces pauvres étudiants pris de sommeil, d'avoir des cernes sous les yeux, de ne pas se sentir motivé, concentré? Si vous vous reconnaissez, vous regardez la vidéo parfaite pour vous aider. Ces prochaines minutes pourraient grandement vous plaire et améliorer votre qualité de sommeil en tant qu'étudiant. Vous l'aurez compris, nous allons vous parler du sommeil. En effet, nous allons vous expliquer ce qu'est le sommeil, les facteurs qui l'influencent, les conséquences néfastes d'une mauvaise hygiène de sommeil et les conseils et astuces pour améliorer votre sommeil. Bon visionnement! Alors, le sommeil, c'est quoi? Ça vient d'où? Tout le monde sait que le sommeil est un besoin essentiel. Il peut être décrit comme une baisse de l'état de conscience ou encore la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions vitales. En effet, lorsqu'une personne dort, tout son corps se met à ralentir. Sa respiration diminue, la sécrétion d'hormones diminue, ainsi que sa température corporelle. Toutes ces variables sont en baisse pour un principal objectif, se reposer et entamer des processus de réparation. C'est entre autres la diminution de l'activité physique qui est en cause de la baisse du métabolisme, puisqu'il y a une réduction de consommation de l'oxygène considérable. Mais dis-moi Samy, c'est quoi la durée optimale de sommeil? Figurez-vous qu'il n'existe pas un chiffre parfait. Il faut savoir que plus on grandit, plus la durée de sommeil conseillée diminue. Par exemple, le nouveau-né entre 0 et 3 mois devra dormir entre 13 et 17 heures par jour. Cependant, un adulte est conseillé de dormir entre 7 et 9 heures. Mais au-delà de ces chiffres, le rythme circadien a un grand rôle à jouer dans la durée du sommeil. Toi, Félix, c'est quoi le rythme circadien? Laissez-moi vous expliquer le fonctionnement de notre horloge biologique interne. Si vous avez déjà pris l'avion et que vous avez voyagé dans des pays avec un fuseau horaire différent, il se peut que vous ayez déjà expérimenté l'effet du décalage horaire. En effet, lorsqu'il était rendu très tard le soir, vous vous sentiez en pleine forme et prêt à partir pour une nouvelle journée. Toutefois, il était obligatoire d'aller dormir pour s'habituer au nouveau cycle de sommeil. Moi, je pense que je vais faire une petite sieste. Bonne sieste. Cette horloge biologique, connue aussi sous le nom de rythme circadien, fonctionne grâce aux différentes heures de la journée et au métabolisme. Celle-ci régule les cycles physiologiques sur une période d'environ 24 heures. Cette image montre les différents effets de ce cycle sur le corps. Plus particulièrement en lien avec le sommeil, la synchronisation avec des signaux externes, comme la lumière, permet de garder une horloge stable. C'est pourquoi être exposé à beaucoup de lumière le soir peut affecter la qualité du sommeil. Une température non adéquate et du bruit peuvent aussi perturber le sommeil. Il est donc préférable de créer un environnement propice, c'est-à-dire sans lumière forte, avec une température confortable et un silence, favorisant ainsi un sommeil réparateur. Le repos et la réparation se feront tout au long du sommeil qui est divisé en phases et qui compose le cycle du sommeil. Il existe deux principales phases, le sommeil lent, le sommeil non paradoxal, et le sommeil paradoxal, le REM. Le sommeil non paradoxal se décompose en trois stades du sommeil. Le premier est appelé le sommeil léger, donc la phase N1. C'est la transition entre l'état d'éveil et le début du sommeil. Lors de ce stade, la respiration ralentit et les muscles se relâchent. Il dure en moyenne entre 5 à 20 minutes. À ce stade, le sommeil est encore très fragile et n'importe quel stimulus pourrait interrompre le stade. Lorsque le corps a passé un certain temps dans le N1, il passe ensuite au deuxième stade du sommeil léger, le N2. Il ressemble beaucoup au premier sommeil léger. Cependant, il est beaucoup plus approfondi. Il compose environ 50% du temps du sommeil total. À ce stade, l'individu est considéré comme endormi, cependant, le sommeil peut être encore arrêté par les stimuli. Dans le cas où l'individu est suffisamment resté dans le N1 et le N2, il pénètre dans le troisième stade du sommeil, le sommeil profond N3. À ce stade, on considère que le sommeil est profond et le cerveau n'est plus autant sensible aux stimuli extérieurs. La respiration et les battements cardiaques trouvent une certaine stabilité. Une fois les trois étapes du sommeil lent accomplies, le corps accède au sommeil paradoxal. Souvent appelé REM, traduit dans l'anglais, cela signifie mouvement oculaire rapide. Ce phénomène est lié à l'activité cérébrale qui est très intense. Les rêves, qui sont les principales causes de l'activité cérébrale, sont présents durant toutes les phases de sommeil. Mais c'est lors du sommeil paradoxal que les rêves sont les plus nombreux. Les phases sont toujours en constante succession, c'est-à-dire que le processus qui débute au stade d'éveil se fera plusieurs fois, et c'est ce qu'on appelle les cycles du sommeil. Un seul cycle du sommeil dure en moyenne entre 90 et 120 minutes. À chaque nuit, le cerveau passe entre 3 et 5 cycles de sommeil. Au fil de ces cycles, il y a une diminution de sommeil profond et une augmentation du sommeil paradoxal.
Le nombre de cycles définit donc la durée du sommeil total. De plus, de nombreux facteurs comportementaux ont un effet important sur la régulation et la qualité du sommeil. Les habitudes alimentaires, en particulier la consommation de caféine et d'aliments riches en sucre avant d'aller se coucher, peuvent perturber le sommeil. Faire de l'exercice physique régulièrement favorise le sommeil en régulant le rythme circadien et en réduisant le stress. Ensuite, les écrans qui émettent une lumière bleue peuvent inhiber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, retardant ainsi l'endormissement. La solution est donc d'établir une routine de sommeil régulière, d'éloigner les écrans avant le coucher et de maintenir une alimentation équilibrée, en plus d'une quantité modérée d'activité physique, pour améliorer la qualité de son sommeil, ce qui va favoriser un repos adéquat et un bien-être général. La sensibilisation à ces facteurs comportementaux est cruciale pour maintenir une hygiène de sommeil optimale et prévenir les troubles du sommeil. Mais c'est quoi cette fameuse hormone du sommeil? C'est une hormone qui est sécrétée par la glande pinéale ou épiphyse, qui est le petit point vert juste en haut de moi. Elle est située dans le diencéphale, qui est l'une des 4 grandes régions de l'encéphale. Le jour, elle est inhibée, et le soir, elle est stimulée, ce qui démontre que la plus grande production se fait le soir et permet d'expliquer le cycle du sommeil. Il est important d'avoir un bon taux de production de mélatonine. Et pour savoir s'il est suffisant, il suffit de faire un test d'urine 24 heures, qui consiste tout simplement à ramasser ses urines pendant 24 heures. Et puis, un technologiste médical va les analyser. Puis, par la suite, avec les résultats obtenus, nous allons pouvoir prendre les mesures adéquates pour améliorer le sommeil le mieux qu'on peut. Ensuite, les troubles du sommeil peuvent également affecter la qualité du sommeil. Les 2 troubles les plus connus et présents dans la population sont l'insomnie et l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil est un trouble caractérisé par des interruptions temporaires de la respiration pendant le sommeil. Cela est causé par un relâchement des tissus de la gorge, entraînant des réveils fréquents et un manque d'apport en oxygène. D'autre part, l'insomnie est une condition où une personne a des difficultés à s'endormir, à rester endormi ou à obtenir un sommeil réparateur, ce qui peut provoquer du stress et de l'anxiété. L'insomnie ne permet pas à la personne d'aller dans les phases profondes du sommeil, qui sont celles les plus importantes pour la santé et la récupération. Je vais t'expliquer. Lorsqu'on manque de sommeil, on a un niveau élevé de cortisol. C'est une hormone de stress qui a un lien avec le gain de poids. Puis, de la ghréline. Celle-ci est une hormone qui stimule l'appétit et nous donne envie de manger. En plus, lorsqu'il nous manque d'heures de sommeil, il y a une diminution de l'hormone leptine, qui s'occupe principalement de dicter au cerveau qu'on n'a plus d'appétit. C'est à ce moment qu'il va être difficile de gérer quand arrêter de manger, puisqu'un déséquilibre énergétique se produira et mènera à l'obésité. Attends un peu, je vais te parler des conséquences sur les maladies cardiovasculaires. Des chercheurs ont observé que le manque de sommeil entraînait des cellules qui étaient incapables de reproduire d'antioxydants et se défendre par la suite. C'est pour cette raison qu'elles ne sont pas capables de remplir leur rôle et cela pourrait favoriser le développement de maladies cardiovasculaires. Bien sûr, le système immunitaire est un réseau de multitudes de cellules et de protéines. Puis, il est la première ligne de défense contre les virus et les bactéries néfastes. Harry Prater, professeur associé de psychiatrie et sciences comportementales, nous dit que le système immunitaire s'active lorsqu'on dort. Une expérience a été faite pour mieux comprendre l'effet de la quantité de sommeil et le système immunitaire. Les volontaires qui avaient 6 heures ou moins par nuit avaient les chances multipliées par 4 de développer un rhume que ceux qui en avaient 7 ou plus par nuit. Parce que quand on passe une mauvaise nuit, le corps produit une moins grosse quantité de lymphocytes T, qui est un type de globule blanc. Durant la journée aussi, l'organisme crée des lymphocytes T. Mais si on a mal dormi, le corps va passer son temps à résoudre les problèmes quotidiens qu'à créer de nouveaux soldats.
Le stress et le sommeil, c'est comme un cercle vicieux. Tu peux avoir de la difficulté à dormir à cause du stress ou avoir de l'hyperréactivité émotionnelle et cela va augmenter ton stress. Si tu ne dors pas suffisamment, ton humeur ne sera pas au rendez-vous. Une perte d'entrain et une perte d'intérêt pour des activités que tu aimes. C'est des symptômes qui pourraient apporter la dépression. La sérotonine et les endorphines sont les hormones du bien-être. Elles sont sécrétées par l'amygdale pendant la nuit. Puis si on ne dort pas suffisamment, c'est l'adrénaline et le cortisol, les hormones des émotions négatives qui prendront le dessus. Lorsque tu dors, le cerveau s'occupe d'évacuer les toxines du tissu cérébral. Puis quand elles ne sont pas bien éliminées, la coordination et la concentration sont mises à mal. Savais-tu que selon une étude américaine, des nuits de moins de 5 heures feraient croître le risque de démence chez les personnes âgées? Il ne faut pas oublier que c'est lors du sommeil que la mémorisation est de mise. Et celle-ci nous permet d'enregistrer les informations reçues pendant la journée. Il existe plusieurs bonnes pratiques dans la vie pour améliorer son sommeil, comme prendre des médicaments, participer à des thérapies, apprendre des techniques de relaxation, mais celles qui nous intéressent aujourd'hui sont de faire de l'exercice physique et faire attention à son alimentation. C'est une excellente question. Tout simplement que pratiquer un sport favorise les temps de sommeil, permet d'avoir un sommeil de qualité dû au fait de la dépense énergétique, de la stimulation hormonale et d'une meilleure régulation du rythme veille et sommeil induite par le rythme circadien. De plus, l'activité physique permet de rallonger nos nuits de sommeil, permet d'améliorer les bénéfices liés à celui-ci et permet de réduire les temps pour nous endormir. Donc, une personne qui pratique beaucoup de sport va s'endormir beaucoup plus rapidement qu'une personne qui ne pratique pas de sport. L'activité physique permet une augmentation de la production de sérotonine, mais pas seulement. Elle permet aussi de baisser le taux de cortisol, connu sous le nom de hormone de stress, qui est une cause de mauvais sommeil. En effet, elle cause l'hyperactivité du système d'éveil. La sérotonine, c'est un inhibiteur. C'est un neurotransmetteur qui est essentiel au bon fonctionnement du corps. En effet, il intervient dans le sommeil, dans la régulation de la température, dans l'humeur, dans l'appétit et au déclenchement du sommeil. Donc, plus nous fabriquons de la sérotonine, meilleur notre sommeil sera. Bonne question. Pour commencer, voici une synapse, qui est l'endroit où les neurones font leurs échanges nerveux. Donc, lorsque nous faisons du sport, un influx nerveux va se créer, puis va permettre la libération de neurotransmetteurs, qui est de la sérotonine dans notre situation. Et ces neurotransmetteurs-là vont sortir de ceux-ci pour aller ensuite se lier à des récepteurs qui vont permettre le passage de l'influx nerveux. La réponse est oui. Il faut surveiller son alimentation pour avoir un bon sommeil. Donc, il faut éviter de manger trop tard, mais il faut aussi éviter de manger trop tôt. Puisque manger trop tard veut simplement dire être en pleine digestion durant la nuit, ce qui va nous empêcher de dormir. Et manger trop tôt veut simplement dire avoir faim durant la nuit. De plus, la formation de sérotonine peut se faire en mangeant. En effet, manger des sucres lents permet la formation de sérotonine en petite quantité. Mais il est possible de former en grande quantité en mangeant du tryptophane, qui est un acide aminé que nous retrouvons dans des noix, des œufs, des amandes, des légumes secs, etc. De plus, il faut éviter de manger des boissons excitantes qui nuisent à la qualité du sommeil et empêchent de dormir. Donc, si j'ai bien compris, c'est comme si le sommeil et la nourriture étaient le carburant de notre corps. C'est exactement ça. Ah, merci. Salut! Salut! Vous savez pas à quoi j'ai rêvé.
À quoi? J'ai rêvé qu'on faisait une vidéo sur le sommeil. Moi aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que vous en aurez appris plus sur le sommeil aujourd'hui. Vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo. Sur ce, bonne nuit!